Puis-je avoir votre reste, monsieur ? Mais lorsque le millionnaire la regarda dans les yeux, un miracle se produisit. Sous la faible lueur des lustres en forme d'étoiles gelées, le bourdonnement de la richesse murmurait dans tous les coins du pavon, le restaurant le plus exclusif niché au cœur battant de la ville. C'était une nuit drapée de velours, un silence brisé seulement par la douce élégance d'un piano tissant ses notes dans l'air. Chaque table était un royaume tranquille de pouvoir et de prestige, illuminé par des bougies et couronné de cristal. Dans le coin le plus éloigné, caché derrière un arrangement d'orchidées et d'ombres, était assis John Maxwell, 48 ans, magnate de la technologie, milliardaire et veuf. Son costume Armani était taillé à la perfection, sa montre en platine captait des lueurs parasites, mais rien ne pouvait couvrir le creux dans sa poitrine. Il fixait d'un air absent l'assiette intacte devant lui, son arôme riche et invitant, bien qu'il aurait aussi bien pu s'agir de poussière à ses yeux. La chaise vide résonnait plus fort que n'importe quel bruit dans la pièce. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour du pied d'un verre à Bordeaux. Le tourbillon rouge à l'intérieur dansait comme un fantôme. 10 ans avaient passé depuis l'accident. Depuis que sa femme, Lilian, et leur fils de 3 ans, Caleb, avaient disparu du monde dans un fracas de métal tordu et de verre brisé. Depuis, John avait rempli sa vie de silence, de routine et d'un empire de distraction. Il souleva lentement le verre, comme si son poids contenait des souvenirs. Mais au moment où il le portait à ses lèvres, une voix brisa l'air à côté de lui. Douce. Tremblante. Puis-je avoir vos restes, monsieur ? John se figea. Il tourna brusquement la tête et se retrouva à regarder une jeune femme debout à côté de sa table. Elle ne devait pas avoir plus de 19 ans. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon lâche et désordonné, des mèches retombant en boucles fatiguées. Son manteau, fait d'un fil de laine usé, s'accrochait à ses épaules pour la protéger du froid du début de l'automne. Dans ses bras, un bébé de 7 ou 8 mois, enveloppé dans une couverture délavée. Les yeux écarquillés et brillants du nourrisson étaient fixés sur le monticule de purée de pommes de terre et de tranches de viande fumante dans l'assiette de John. La voix de la fille avait été un murmure, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait traversé le silence du restaurant comme une corde de violon qui claque. John cligna des yeux, comme s'il se réveillait d'un long sommeil dense. Autour de lui, la pièce s'immobilisa. Les fourchettes s'arrêtèrent en plein vol. Les conversations se perdirent dans un silence stupéfait. Un serveur commença à s'avancer, l'inquiétude plissant déjà son front. Mais John leva subtilement la main. Le geste était petit, mais autoritaire. Il étudia son visage. Il n'y avait aucune honte dans son expression. Aucune trace de manipulation ni de pitié. Seulement de l'épuisement, et quelque chose de plus profond. Une férocité silencieuse. Un besoin non pas pour elle-même, mais pour la petite vie serrée contre sa poitrine. Elle tenait l'enfant avec une dévotion protectrice qui effaçait tout le reste. Elle ne mendiait pas. Elle ne volait pas. Elle survivait. La gorge de John se serra. La bougie entre eux vacilla à cet instant. Quelque chose bougea en lui. Pas une grande épiphanie, pas encore, mais un murmure, une étincelle. Et bien qu'il ne le sût pas encore, cet instant, cette simple question, allait démanteler les murs qu'il avait passé une décennie à construire. Et le mener vers une rédemption qu'il n'avait jamais recherchée, à travers un amour qu'il n'avait jamais prévu. Il resta là, un long moment, figé, son regard fixé sur la fille comme si le reste du monde s'était fondu dans un bruit de fond. Ses cheveux blonds n'étaient pas brossés, tombant en vagues échevelées autour de son visage et de ses épaules, les mèches captant la lumière des bougies comme de l'or brisé. Son manteau couvrait à peine sa silhouette. Les manches étaient trop courtes, le tissu usé au coude. À ses pieds, une paire de baskets en lambeaux, trempées dans la crasse de la ville et presque déchirées aux coutures. Mais ce n'était pas son apparence qui coupa le souffle à John. C'étaient ses yeux. Il ne suppliait pas. Il ne vacillait pas. Il le tenait, sans broncher, rempli de quelque chose de bien plus fort que le désespoir, la défense, la dignité. Et une tristesse silencieuse, presque insupportable. Il y avait une sorte de courage dans son expression. Le genre qu'une personne ne forge que lorsqu'elle n'a plus rien à protéger, sauf la vie fragile qu'elle porte. Elle ne demandait pas pour elle-même. Elle demandait pour son enfant. John hésita.
Juste un battement de cœur de plus, comme si un fil invisible était tendu entre eux. Puis, d'un léger mouvement, il poussa l'assiette en avant. « Prends-la, dit-il doucement, presque pour lui-même. » Elle ne se jeta pas sur la nourriture. Elle ne la dévora pas comme quelqu'un qui meurt de faim. Au lieu de cela, avec une révérence qui le frappa plus fort que n'importe quel cri, elle fouilla dans la sacoche drapée sur son épaule et en sortit un petit carré de tissu propre, bien qu'effiloché sur les bords. Elle enveloppa soigneusement la purée de pommes de terre et les tranches de viande restantes à l'intérieur, repliant les coins comme si elle préservait un trésor, et non des restes. Puis elle s'agenouilla. Doucement, sur un genou, elle berça le bébé plus près d'elle et sortit une petite cuillère en plastique de la poche de son manteau. John la regarda sans ciller. Elle prit une modeste portion de nourriture chaude, souffla doucement dessus. Et guida la cuillère vers la bouche du bébé. L'enfant ouvrit instinctivement ses petites lèvres, entr'ouvrant la bouche au moment où la purée de pommes de terre toucha sa langue. Il émit un doux gargouillis de joie, si pur qu'il fit se recroqueviller les doigts de John sur le bord de la table. Le visage du bébé s'illumina à la lueur des bougies. Ses mains potelées tapotèrent la poitrine de la jeune femme, un sourire s'épanouissant sur ses joues rondes comme un lever de soleil après une longue nuit glaciale. C'était le genre de sourire que John n'avait pas vu depuis des années. Pas depuis son propre fils. Quelque chose se bloqua dans sa gorge. Il détourna le regard, juste une seconde, tentant de dissiper le brouillard soudain dans sa vision. Mais ses yeux se relevèrent dès que le bébé laissa échapper un autre soupir heureux, comme si la chaleur d'une cuillerée avait suffi à le remplir de joie. La jeune femme ne dit rien. Elle continua simplement à le nourrir, une cuillerée à la fois, avec une patience infinie. Ses mains étaient stables, sa respiration calme. Elle ne jeta pas un seul regard autour d'elle pour voir qui la jugeait, ou quelle opinion se formait dans la mer silencieuse des spectateurs fortunés. Elle était là pour une seule raison, nourrir son fils. Le cœur de John se tordit dans sa poitrine, lentement et profondément, comme quelque chose de vieux se réveillant d'un long coma. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la charité. C'était la vérité. La vérité nue, indéniable, il était témoin de quelque chose de sacré. Une sorte d'amour qui ne pouvait être acheté, remplacé, ou même pleinement compris par ceux qui n'avaient jamais connu la perte. Quand le bébé sembla repu, la jeune femme rangea soigneusement le paquet de tissu dans son sac, ajusta la couverture autour du corps de l'enfant et se leva. Elle jeta un dernier regard à John, hochant légèrement la tête, non pas en guise de remerciement, mais comme pour reconnaître quelque chose de non dit entre eux. Puis elle se retourna et s'éloigna, se faufilant à travers les rangées de lions blancs et de tables, vers la nuit fraîche au-delà des portes vitrées. John resta assis, incapable de bouger, fixant l'endroit où elle s'était tenue. La bougie sur la table vacillait doucement, projetant de douces vagues d'or et d'ombre sur le vin intact. La chaise vide. Le monde qu'il avait connu bascula, avant même qu'il ne puisse rationaliser, analyser, ou s'en convaincre. Il se leva. Pas précipitamment, ni dramatiquement. Juste doucement, avec détermination. Il posa sa serviette sur la table, fit un signe de tête au serveur stupéfait qui rôdait à proximité, puis suivit la jeune femme à travers les lourdes portes du restaurant, dans la nuit. Il ne comprenait pas encore pourquoi. Seulement qu'il devait. John marcha au loin. Ses pas s'étouffaient sur le trottoir silencieux. Le bruit de la ville s'effaçait derrière lui, tandis que la jeune femme glissait dans une ruelle étroite, serrant le bébé contre sa poitrine comme un bouclier fragile contre le monde. Elle se déplaçait rapidement mais prudemment, comme si chaque ombre pouvait l'engloutir. Il ne savait pas pourquoi il la suivait. Seulement que quelque chose de plus profond que la curiosité l'attirait. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la reconnaissance. La ruelle débouchait sur un parking en ruine, flanqué de vieux bâtiments en briques. Des voitures abandonnées y reposaient comme des fantômes, mais l'une d'elles, une vieille berline cabossée bleu marine, était différente. Elle y vivait. Les vitres étaient embuées. La peinture s'écaillait. Mais c'était un abri. Elle s'y dirigea sans hésiter, ouvrit la porte arrière, et s'installa soigneusement avec le bébé. Une fine couverture lui servait de matelas. Elle berça le nourrisson dans ses bras en murmurant quelque chose que seul l'enfant pouvait entendre. Puis sa voix s'éleva, doucement, tremblante, en une berceuse.
Tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. John resta là, dans l'ombre, transpercé. La main du bébé agrippa le col de sa mère. Ses yeux papillonnaient, bercés par la mélodie qui l'enveloppait comme une couette chaude. Le décor était sombre. Mais l'amour, indéniable. John s'avança. Quelque chose dut l'alerter. Elle se retourna, surprise. Leurs yeux se croisèrent. « Je suis désolé, dit-il, les mains levées en signe de paix. Je voulais juste voir si tu allais bien. Tu m'as suivi, demanda-t-elle, sur ses gardes. Oui, répondit-il. Elle ne courut pas. Elle ne pleura pas. Elle le regarda seulement, pesant l'étranger aux vêtements chers. J'ai vu comment tu as nourri ton fils, dit John. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'avais besoin de comprendre. Après une pause, elle dit doucement. Son nom est Noah. Je suis Émilie. Noah, répéta John. 8 mois, ajouta-t-elle en hochant la tête. Il adore la purée de pommes de terre. La voix de John baissa. Mon fils aussi. Émilie cligna des yeux. Et à cet instant, quelque chose changea. Elle ne posa pas de questions. Elle n'insista pas. Elle écouta. Avec ce calme rare de quelqu'un qui a connu le deuil de première main. J'étudiais pour devenir infirmière, dit-elle. Puis je suis tombée enceinte. Mon père a disparu. Mes parents m'ont renié. Je suis seule depuis. Elle parlait franchement. Sans amertume. Nous vivons dans cette voiture depuis 2 mois. Je fais le ménage, je sers aux tables quand je peux. John regarda le véhicule. La couverture usée. Les vêtements de bébé empilés comme des trésors dans un coin. Je peux aider. Un hôtel, de la nourriture, tout ce dont tu as besoin. Elle leva la main. Non. Je ne demande pas d'argent. Surpris, il demanda. Alors, que veux-tu? Émilie regarda Noah et dit doucement. Juste un jour. Un jour où il est au chaud, rassasié, et en sécurité. C'est tout. Les mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle demande n'aurait pu le faire. Le lampadaire vacilla au-dessus d'eux, projetant une lumière ambrée sur son visage. Dans cette lueur, John vit quelque chose de familier. Ses yeux. Les yeux de sa défunte épouse. Pas exactement, mais assez proches pour briser quelque chose en lui. La façon dont Émilie serrait son enfant. La façon dont elle se tenait droite, avec pour seule armure l'amour. Cela remua quelque chose en lui. Quelque chose qui avait été enterré avec sa femme et son fils. Il recula, soudainement instable. Merci, dit-il. Émilie fronça les sourcils. Pourquoi? Pour me rappeler que j'ai toujours un cœur. Elle ne dit rien. Elle berça seulement Noah plus fort, reprenant sa berceuse. John resta là, un peu. La chanson continuait, se faufilant dans la nuit comme une bouée de sauvetage. Et bien qu'Émilie ne sourit pas, elle ne referma pas la porte non plus. Et c'était, en quelque sorte, tout. À partir de cette nuit-là, John ne pouvait plus se débarrasser de l'image de la fille aux chaussures cassées, et du bébé avec le sourire à la purée de pommes de terre. Peu importait le nombre de mets qu'il parcourait ou de réunions du conseil d'administration auxquelles il assistait, leur visage restait avec lui, des rappels silencieux que, quelque part, dans la même ville où l'on buvait du vin à $8000, une mère et son enfant survivaient uniquement grâce à la gentillesse et à la résilience. Il ne lui reparla plus, pas tout de suite. Au lieu de cela, il agit. Silencieusement. Précisément. Comme il l'avait toujours fait pour bâtir sa fortune. Il retrouva sa voiture, garée derrière le terrain d'une église abandonnée. Il ne s'approcha pas. Il ne s'immisça pas. Il laissa, tôt le matin, avant le lever du soleil, de petits paquets près du véhicule, une boîte de lait maternisé, un paquet de couches, un récipient scellé de soupe maison encore tiède. Il organisa une visite discrète chez un pédiatre, se faisant passer pour un programme de sensibilisation de l'église. Émilie ne sut jamais qui avait envoyé ce médecin. Elle n'avait rien demandé. Mais quand il partit, elle serra Noah un peu plus fort que d'habitude et murmura simplement. Merci. À personne en particulier. Au début, Émilie resta méfiante.
Elle avait appris à survivre en s'attendant à la déception. Mais ses gestes, ils n'étaient jamais accompagnés de mots. Jamais de conditions. Personne ne lui demandait de sourire. Personne ne lui demandait d'être reconnaissante. C'était simplement là. Constant. Doux. Réel. Petit à petit, la méfiance céda la place à quelque chose de plus dangereux. L'espoir. Puis un soir, alors que le froid d'octobre s'insinuait plus profondément dans les rues, la catastrophe frappa. Noah était grognon depuis l'après-midi, refusant de manger. Son front était chaud, mais à la tombée de la nuit, il brûlait. Fiévreux. Haletant. Émilie avait tout essayé, lingettes fraîches, berceuse, biberon en balancier, mais rien ne calmait ses pleurs. Ils allaient et venaient sur la banquette arrière. Sa respiration devenait rapide, superficielle. Affolée, elle se précipita vers les urgences les plus proches. La femme à la réception leva à peine les yeux lorsqu'Émilie expliqua que son fils avait besoin d'aide. « Avez-vous une assurance ?» Émilie hésita. « Non. » Le visage de la femme se durcit. « Nous sommes à pleine capacité, » dit-elle sèchement. « Vous devrez attendre, ou trouver un autre établissement. Ce n'est qu'un bébé. Il a 40 degrés Celsius de fièvre, il ne répond plus, je vous en supplie. » Sans assurance, sans moyen de paiement, nous ne pouvons rien faire, répondit la réceptionniste sans ciller. Je suis désolée. Émilie sortit, le souffle court, gelé dans l'air glacial. Noah était devenu silencieux. Un silence terrifiant. Elle le serra plus fort, son propre corps tremblant de froid et de panique. Elle n'avait plus qu'une seule option. Elle sortit son vieux téléphone. Ses doigts tremblaient. Elle tapa 2 mots. Aidez-nous. Elle ne savait pas s'il viendrait. Elle ne savait même pas pourquoi elle lui faisait confiance. Mais 6 minutes plus tard, les phares balayèrent le trottoir. Le SUV noir de John freina dans un crissement. Il sauta hors du véhicule avant même que le moteur ne s'éteigne. Son manteau claquait au vent. Ses yeux étaient fous d'inquiétude. Il ne parla pas. Il tendit simplement les bras. Émilie y plaça Noah. Pour la première fois, le bébé ne résista pas. Sa petite main s'enroula autour de l'index de John, faible mais ferme, comme s'il reconnaissait quelque chose de sûr. John le berça avec une familiarité inattendue, puis retourna à l'hôpital, bousculant l'entrée. « Je veux un médecin. Maintenant. » Sa voix était d'acier et de feu. « Cet enfant a une fièvre critique. Je couvrirai chaque centime. Mais si vous perdez une seule minute de plus, j'achèterai cet hôpital et je vous virerai tous jusqu'au dernier. » Ils emmenèrent Noah immédiatement. Émilie s'effondra dans le couloir, la tête dans les mains, tremblante d'épuisement. John resta à ses côtés. Silencieux. L'infirmière revint. Noah était stable, se reposait. Il serait surveillé toute la nuit. Émilie expira un souffle qu'elle ne savait même pas avoir retenu. Elle leva les yeux vers John. Sa voix était presque inaudible. « Tu es venu. » Il hocha la tête. « Bien sûr que je suis venu. » Les larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle se pencha vers lui, haletante de soulagement, et de quelque chose de plus profond. Du chagrin peut-être. Ou juste, du lâcher-prise. Sa tête s'appuya contre son épaule. Et John, sans hésiter, l'enlaça. Il ne lui demanda pas de se calmer. Il ne lui demanda pas de s'expliquer. Il l'atteint. Simplement. Pendant que la nuit avançait derrière les murs stériles de l'hôpital. C'était la première fois qu'Émilie se permettait de s'effondrer depuis qu'elle était mère. Et pour John? C'était la première fois en 10 ans que tenir quelqu'un dans ses bras ne ressemblait pas à une trahison. Ils ne parlèrent pas d'amour. Ils ne définissaient rien, cette nuit-là. Mais quelque chose changea. Irrévocablement. Dans le battement régulier du cœur d'un homme qui avait juré de ne plus jamais aimer. Et dans le souffle d'une fille qui avait appris à survivre seule. Mais qui n'avait plus à l'être. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans le scandale. Je ne veux pas qu'il voie des mensonges un jour, et se demande s'ils sont vrais. » John s'assit à côté d'elle. « Tu n'as rien fait de mal, dit-il doucement.
Noah non plus. Elle secoua la tête. Les gens s'en fichent. Ils ont déjà décidé qui j'étais. La voix de John se raffermit. Alors laisse-moi leur dire qui tu es vraiment. Cet après-midi-là, il appela son attaché de presse. Pas de communiqué, pas de script. Il voulait parler. Vraiment parler. Le lendemain soir, il apparut en direct à la télévision nationale. Le décor était simple, un studio calme, une lumière douce, aucune distraction. L'intervieweur ne posa rien de provoquant. Il lui laissa juste de l'espace. John ne commença pas par Émilie. Il parla de Lilian et Caleb. Il raconta ce qu'il avait évité pendant des années. L'accident. Le silence. Et comment le chagrin l'avait vidé. Il parla de l'illusion du succès, de tout ce que l'argent ne pouvait pas réparer. J'ai arrêté de vivre le jour de leur mort, dit-il. Puis, il parla d'Émilie. Elle ne cherchait pas la charité, dit-il. Elle ne cherchait même pas de l'aide. Elle voulait juste nourrir son fils. Et, ce faisant, elle a réveillé quelque chose en moi que je pensais avoir perdu à jamais. Sa voix se brisa. Elle ne m'a rien pris. Elle m'a donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait m'offrir. Une raison de me soucier à nouveau. Une raison de respirer. Il regarda la caméra droit dans les yeux. Émilie n'est pas un titre. C'est une mère. Noah n'est pas un accessoire. C'est un bel enfant. Je ne les ai pas sauvés. Ils m'ont sauvé. L'interview était brute, sans défense, profondément humaine. Et ça marcha. Le lendemain matin, la marée changea. Les conversations en ligne virèrent. Des mères partagèrent leurs propres histoires. De la monoparentalité. Du jugement. De la pauvreté. Des infirmières prirent la parole, expliquant combien de filles comme Émilie passaient entre les mailles du filet. Les dons affluèrent vers les refuges. Une mère du Kansas lança un fonds communautaire pour les femmes comme Émilie. Émilie, elle, ne parla pas à la presse. Mais le matin suivant, elle se présenta à la porte de John. Noah, emmitouflé contre le froid, reposait dans ses bras. Elle ne frappa pas. Il ouvrit la porte avant même qu'elle ne lève la main. Ses yeux étaient fatigués. Mais déterminés. Si tu nous veux encore, on est là, dit-elle. John ne parla pas. Il s'écarta. Et les laissa entrer. Pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose changer. Pas seulement dans sa maison. Mais dans son cœur. Une porte s'était ouverte. Une famille inattendue, imprévue, venait de commencer. L'appartement que John leur avait loué n'avait rien d'extravagant. Modeste pour ses standards, mais chaleureux. 2 chambres. Des murs gris doux. Des fenêtres qui captent parfaitement la lumière du matin. Émilie emménagea avec 2 sacs de sport, un porte-bébé, et le poids invisible de quelqu'un à qui on n'avait jamais donné un endroit sûr pour expirer. Mais en une semaine, l'espace semblait vivant. Des dessins coloriés par Noah scotchés au frigo. Des chaussettes miniatures suspendues au radiateur. L'odeur de la lotion pour bébé et des berceuses dans l'air. Ils ne discutèrent jamais de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Pas au début. Pas de déclaration. Pas d'étiquette. Pas de calendrier. Ils vivaient simplement. John passait chaque matin. D'abord sous prétexte de vérifier, apportant des courses ou des couches. Puis, cela devint routine. Il frappait. Entrait. Et Noah s'illuminait. Bondissait dans son berceau dès qu'il entendait la porte. Émilie avait déjà le café en train de couler. Ses cheveux en ce chignon lâche et gracieux. Ils partageaient des histoires de petit déjeuner. Des silences confortables. John apprit à tenir un biberon à l'angle parfait. À réchauffer le lait sans le surchauffer. À changer une couche maladroitement au début, puis avec une aisance qui le surprenait lui-même. Il mémorisa le rythme des pleurs de Noah. Comprit la différence entre la faim, l'inconfort, la fatigue, la frustration. Un après-midi, alors qu'il berçait Noah pour l'endormir, la petite main du bébé agrippa sa chemise. John réalisa alors quelque chose de simple mais sismique. Il ne voulait pas partir. Ni après la sieste.
ni après l'heure suivante. Il voulait rester. Émilie le remarqua aussi. La façon dont John s'attardait. La façon dont il écoutait les babillages de Noah comme s'il s'agissait de symphonies. Il n'essayait pas d'impressionner. Ni de contrôler. Il était là. Jour après jour. Avec ses mains silencieuses. Et des yeux autrefois vides, qui se remplissaient peu à peu de lumière. Elle n'avait jamais connu l'amour qui ne demandait rien en retour. Jamais connu un homme simplement présent. Pas pour la réparer. Pas pour s'approprier son histoire. Mais pour marcher à ses côtés. Dans les heures douces entre les tétés et les bains. Un nouveau lien se forma. Pas un feu passionné. Mais une flamme lente, constante. Née non pas de la passion. Mais de la persévérance. Un soir, après que Noah se soit endormi, Émilie et John étaient assis sur le balcon. En silence. Une couverture drapée entre eux. La ville scintillait en contrebas, doré et bleu. Mais aucun des deux ne regardait en bas. John se tourna vers elle, sa voix douce. Quand j'ai perdu Lilian et Caleb, j'ai cru qu'une partie de moi était morte. Celle qui voulait, se soucier. Appartenir. Être nécessaire. Émilie le regarda. Ses yeux brillants à la lumière de la lune. Tu ne l'as pas perdu, murmura-t-elle. Elle attendait. C'est tout. Ils ne s'embrassèrent pas, cette nuit-là. Ils n'en avaient pas besoin. Le moment s'étira entre eux comme une promesse. Non dite, mais pleinement comprise. Et, à cet instant, Émilie sourit. Pas le sourire poli aux infirmières. Ni celui réflexe à Noah. Mais un sourire né d'un endroit oublié. La paix. Celui-ci était juste pour lui, complet et rare. Pour la première fois depuis des années, John lui rendit son vrai sourire, calme, adouci par la guérison, illuminé de l'intérieur. Ils n'étaient pas encore amants. Pas encore une famille de noms. Mais ils étaient quelque chose de plus fort, deux êtres brisés par la perte qui s'étaient trouvés l'un dans l'autre. Le début lent et régulier d'un foyer. Cela arriva un après-midi, dans une simple enveloppe blanche coincée sous la porte de l'appartement. Comme une rafale de vent inattendu. Émilie la fixa longuement avant de l'ouvrir, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle dépliait la lettre. L'écriture lui était familière, serrée, nette, indubitablement celle de sa mère. Il n'y avait que quelques lignes. Pas de grandes excuses. Pas de « je t'en supplie ». Juste des mots simples, écrits à l'encre, comme si chaque lettre avait appuyé trop fort sur le papier. S'il y a encore une chance de connaître mon petit-fils, j'aimerais essayer. Émilie resta assise à la table de la cuisine pendant plus d'une heure, la lettre froissée doucement dans ses mains, tandis que Noah jouait à proximité avec sa pile de blocs colorés. Elle ne pleura pas. Elle ne se mit pas en colère. Mais le silence qui emplissait la pièce était assez lourd pour étouffer. Quand John arriva ce soir-là, il la trouva au même endroit. Elle a écrit, dit Émilie doucement, sans lever les yeux. Il s'approcha, prit la lettre, la lut, puis la posa doucement. Il s'assit à côté d'elle. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Ça fait presque 2 ans qu'ils ne m'ont pas parlé. Depuis qu'ils m'ont dit que je n'étais plus leur fille. » John hocha lentement la tête. « Tu ne leur dois rien. » Émilie se tourna vers lui, les yeux embrumés d'incertitude. « Mais Noah ne mérite-t-il pas de savoir d'où il vient? Même si c'est brisé ?» John marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ne le laisse pas grandir avec le même vide que toi. Laisse-lui la chance de pardonner, ou non. Mais laisse-le choisir. »